Je vous présente une motion de rejet, non pour vous dire que le sujet mis en discussion soit inintéressant, c'est le contraire. Ni qu'il soit mal composé, c'est le contraire. C'est parce que vouloir faire tenir en une loi 7 sujets aussi importants que ceux qui s'y trouvent est à nos yeux une gageure et, d'une certaine manière, un gâchis. Un communicant habile a trouvé une dénomination qui court comme un fil entre des perles pour que ceci fasse une loi. À nos yeux, ça n'en est pas une s'il s'agit vraiment d'organiser les sujets qui sont abordés avec du talent dans ce document. Nous avons pourtant travaillé notre groupe avec sérieux. Nous vous avons proposé 98 amendements. Les conditions particulières du débat programmé font que sans doute nous en défendrons 54 ou 55. Et c'est dire que nous n'avons pas traité à la légère ce qui est proposé ici. 7 sujets. Mon premier devoir, avant d'aller sur le fond, est de vous dire sommairement ce qui sera ensuite développé à travers nos amendements sur ces 7 points. Vous voulez organiser le parcours des fonctionnaires pour faciliter leur passage du public au privé. Eh bien, justement, nous y sommes hostiles. Nous croyons que les fonctionnaires doivent prioritairement rester dans les fonctions d'intérêt général et ne pas aller prendre des accointances dans le privé. De toute façon, nous savons très bien que si aujourd'hui on autorise les fonctionnaires à aller dans le privé, c'est parce qu'on se prépare bientôt à faire entrer le privé parmi les fonctionnaires sous le statut de contractuel avec la révision du statut de la fonction publique. De même, quand on arrive sur le thème de l'égalité professionnelle, il est toujours bon d'en parler et personne ici ne va dire que c'est une perte de temps. Cependant, vous admettrez que nous puissions être extraordinairement sceptiques lorsqu'il s'agit de l'égalité professionnelle au travail, puisque avant les ordonnances que vous avez vous-même défendues, Madame la Ministre, on était obligé d'en discuter une fois par an dans l'entreprise et que dorénavant, grâce à vous, ce n'est plus qu'une fois tous les 3 ans. Par conséquent, nous avons regardé ce moment du texte avec bienveillance, mais sans trop d'illusions. Au demeurant, ce référent sexisme qui nous est proposé commence à partir de 250 salariés. Eh bien, si on trouve que la cause vaut la peine d'être entendue à partir de 250 salariés, c'est que vraisemblablement, auparavant, elle existe aussi, bien sûr, et vous le savez comme moi. Alors, ce seuil a paru être un arrangement. Le chapitre sur le travail détaché va nous permettre de vous faire des propositions et d'entrer dans le détail. Parce que nous savons, si nous écoutons la propagande, qu'il y aurait eu sur ce sujet, paraît-il, oui, je dis la propagande parce que quand on essaye de faire passer une idée qui ne correspond pas aux faits, d'ailleurs moi j'ai aucun mépris pour la propagande, écoutez, c'est mieux que de dire la communication pour faire semblant d'autre chose. Bon, il n'y a pas de vérité, vous le savez, depuis l'échec de la loi fake news. Bon, alors en politique c'est comme ça, c'est la propagande, on essaye de convaincre. Eh bien non. Le travail détaché, nous n'avons pas obtenu une grande victoire, ce n'est pas vrai. Car les cotisations sociales restent payées dans le pays d'origine. Et par conséquent, le travail détaché représente d'une façon constante la même menace sur la sécurité sociale dans notre pays. Il y a d'autres aspects, ils seront évoqués le moment venu. En attendant, sur certains aspects, c'est même un recul, et nous vous expliquerons pourquoi ce qui a été décidé au niveau européen est à nos yeux un recul. Au demeurant, il faudrait tout de même qu'on finisse par s'habituer à l'idée que ce n'est pas la directive Bolkestein qui a inventé le fait que des travailleurs d'un pays aillent travailler dans un autre. Car avant la directive de 1996, il y avait déjà des gens qui passaient d'un pays à l'autre et ils allaient travailler dans un pays et dans l'autre, mais sur d'autres bases, c'est-à-dire en payant leurs cotisations sociales là où ils arrivaient. Et au demeurant, ils ne pouvaient pas être embauchés à d'autres conditions que ceux du coin. C'est la directive qui a inventé qu'on pouvait être moins payé, payé autrement, dédommagé d'une façon ou d'une autre. Avant cette directive, rien de tout ça n'existait, si bien qu'on a passé son temps à rectifier les conséquences d'un texte malfaisant, comme nous l'avons dit depuis le début. Quand on arrive au chapitre du handicap et du travail, eh bien, évidemment, nous sommes sensibles au fait que la situation est devenue extrêmement tendue, car
toutes les associations du secteur sont aujourd'hui vent debout dès lors que l'objectif d'accessibilité dans le logement qui était de 100% est passé à 10%. Personne n'a rien compris à une décision pareille. Moi, j'ai compris non seulement que ça pouvait être traumatisant pour ceux qui l'apprenaient, mais surtout quelle erreur terrible c'est pour la relance de l'activité économique. Parce que 100% d'accessibilité, c'était un budget de, je crois, presque 10 milliards. Eh bien voilà, 10 milliards qui n'auraient pas été délocalisés une seule seconde. Parce que les plans inclinés, les rampes, les ascenseurs, les moyens d'accès de toutes les manières possibles, ça, vous ne pouvez pas aller les fabriquer à Hong Kong ou à Shanghai, à supposer qu'on continue à produire à l'extérieur. Je vais y venir dans un moment. Donc, je pense que ceux qui se sont rendus coupables de cette décision ne peuvent pas être vraiment crus lorsqu'ils disent qu'ils vont améliorer la situation. Bon, vous aurez essayé, je ne vais pas vous prêter de mauvaises intentions, ce n'est pas mon sujet, mais ça ne répond pas aux besoins. La seule chose qu'il y a à faire, c'est que quand la loi, elle doit être appliquée, un point et c'est tout. Et elle n'est pas respectée. Et donc, il faut punir ceux qui ne respectent pas la loi. Et plus ils sont endurcis dans leur errement, plus il faut les punir sévèrement. Et donc, il faut aggraver les sanctions, puisque la loi n'est pas respectée, pour qu'ils en cuisent et qu'ils le sachent à l'avance. C'est la meilleure des incitations à la vertu que de punir le vice. L'assurance chômage, là, on est dans des sujets autrement plus structurants pour le représentant de cette suite du mouvement ouvrier que je suis, par ma tradition, mon âge et les responsabilités que j'ai exercées. L'assurance chômage, c'est d'abord quelque chose qui est venu du mouvement ouvrier. Et le patronat de toutes les époques a jeté de grosses larmes contre ces sujets qui le ruinaient et allaient détruire l'économie et le reste. Avant que tout ça entre dans le statut de la sécurité sociale, et ça s'appelle assurance chômage. Assurance. Vous avez décidé dans le projet de loi de finances de transférer l'assurance chômage dans la CSG. Et là, on le retrouve là à nouveau. Pourquoi une deuxième fois? Bon, pourquoi pas une deuxième et même une troisième, et autant que vous voudrez. Mais ça n'enlèvera rien au point de départ aberrant et condamnable. Toutes ces inventions du mouvement ouvrier étaient gérées par les travailleurs avant qu'on décide, pour des raisons qu'on comprend, de les mettre en partage avec les employeurs et puis l'État, et dorénavant de tout donner à l'État. Mais au prix d'une aberration, parce que la CSG est payée par tout le monde, c'est-à-dire y compris les retraités. Autrefois, ce qui relevait de l'assurance était payé par ceux qui s'assuraient. Je m'assurais contre le chômage quand je suis au travail. Mais quand je suis retraité, quelle raison aurais-je de m'assurer contre le chômage, puisque je ne suis pas susceptible de travailler de nouveau? Cette aberration revient là, comme si c'était une chose normale, peut-être pour nourrir le chapitre, parce qu'à côté, il y a quelques horreurs que nous allons combattre autant que nous pouvons. Qu'est-ce que c'est que ce journal de bord? Qui est-ce qui a pu avoir une idée pareille? Un journal de bord, voici le travailleur chômeur équipé d'un petit carnet, comme un enfant qui va à l'école, et on va vérifier dans le carnet s'il a bien fait son travail, s'il a bien téléphoné, s'il a bien répondu aux mails que d'ailleurs il ne peut pas recevoir parce qu'il n'a plus d'abonnement, ou au coup de téléphone qu'il n'a pas entendu parce qu'il faisait autre chose, etc., etc., etc. Le journal de bord. Il y a des pays où on avait inventé comme ça le livret ouvrier. C'est-à-dire l'ouvrier devait dire où il était, qu'est-ce qu'il faisait, et combien il était payé, etc., etc. Et dans tous ces pays où ça a existé, les personnes qui avaient ce livret l'ont toujours ressenti comme une humiliation. Je demande qu'on entende ça. Oui, comme une humiliation. Pourquoi veut-on me contrôler? Pourquoi veut-on me surveiller? Ne croit-on pas que c'est déjà assez pour moi d'être dans cette situation? Qu'est-ce que cette espèce de compassion mal placée avec ce livret? Enfin, vous ferez bien comme vous voulez, comme d'habitude, mais je voulais vous dire que cela ne rencontre pas notre satisfaction. Et je vois que vous vous indignez du fait que je le ressente si mal, mais je vous garantis que je ne suis pas le seul. Et au demeurant, moi, je ne suis pas au chômage, je suis à cette tribune. Mais je vous garantis que les gens sont lassés d'être surveillés, contrôlés, comme s'ils étaient des délinquants en permanence et tout le temps. Au demeurant, la fraude sociale et la fraude fiscale représentent 4000 fois le montant des éventuelles fraudes que vous ne trouverez jamais dans l'assurance chômage. Et personne ne pourra oublier que plus de la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés. Écoute, ceci
leur pèse lourd sur les épaules et leur paraît bien offensant. Mais alors le pire, c'est l'idée qu'une offre raisonnable, attention, une offre raisonnable d'emploi, si vous refusez 2 ou 3 offres raisonnables d'emploi, tchouf, plus d'indemnité. C'est donc pas rien que la définition de ces offres raisonnables. Ça se discute. Ça a donné lieu à des débats longs, pénibles, entre les organisations syndicales et les organisations patronales. C'est dire que le sujet était chaud, brûlant, glissant. Eh bien, maintenant, quelle sera la règle? Il n'y en a pas. Il n'y en aura plus. Ça se discutera de gré à gré avec les personnes qui travaillent à Pôle emploi. Mais qui a demandé une chose pareille? Est-ce que ce sont les gens de Pôle emploi? Vous vous rendez compte de la responsabilité que c'est? Vous êtes là, dans l'entretien qui enfin a pu avoir lieu, travailleurs de Pôle emploi avec vos 400 dossiers à traiter, vous savez que vous commencez la journée, vous ne la finirez pas en ayant fait votre boulot. Comme c'est dur déjà psychologiquement, et en plus vous allez avoir le face-à-face avec quelqu'un à qui vous allez dire, qui sera peut-être votre aîné, qui aura peut-être plus d'expérience professionnelle que vous. Cette offre, moi, je décide qu'elle est raisonnable. Moi, tout seul. Et d'ailleurs, ne me parle pas sur ce ton, parce que sinon, je vais t'en trouver une autre qui va être encore pire. Je montre du doigt mon camarade Lecoq pour que personne parmi vous ne se sente gêné, mais le mouvement m'aide à accompagner la pensée. Mais c'est affreux que cette responsabilité qu'on donne à une personne vis-à-vis d'une autre. Toute la logique républicaine est de libérer la personne de la soumission à une autre. Ce qui, dans le contrat de travail, a toujours été discuté par le mouvement ouvrier, c'était précisément que c'était un contrat de subordination. Et là, c'est pire. C'est une personne toute seule qui va décider ce qui est raisonnable ou non pour votre vie. Combien de kilomètres vous êtes capable de faire pour aller prendre cette offre raisonnable? Combien vous devez accepter d'être payé, même si c'est mal payé, etc., etc. Non, ce n'est pas du tout une bonne idée. C'est confier à quelqu'un un pouvoir absolument extraordinaire sur une autre personne. Nous voulons qu'il y ait des règles. Les règles, les mêmes partout, pour tout le monde, en toutes circonstances. Tous les êtres humains peuvent être raisonnables de la même manière. Il n'y a pas besoin d'inventer des règles spécifiques et individualisées à la merci d'une seule personne. Maintenant, viennent les 2 sujets qui sont certainement les plus lourds pour l'avenir du pays et qui méritent entre nous les discussions les plus approfondies. Non que les sujets que je viens d'évoquer n'aient pas d'importance, mais ils sont plus couramment traités, plus ordinairement traités que ne sont les questions de formation professionnelle et d'apprentissage, qui le sont fort rarement dans les assemblées. Pourtant, quand on pense à la jeunesse concernée, on parle du tiers de cette jeunesse, mais si vous mettez ensemble les jeunes gens qui sont dans les lycées, filières technologiques, ceux qui sont dans les filières professionnelles et dans l'apprentissage, c'est toujours un test intéressant de demander aux gens qui nous entourent combien ils croient qu'il y en a. Eh bien, c'est la moitié de la jeunesse du pays. La moitié de la jeunesse du pays relève des filières professionnelles, avec des guillemets, parce que c'est en tout, et donc c'est un sujet qui a une importance toute particulière. On a les uns les autres des thèses sur la question et beaucoup de discussions. Je vais en évoquer quelques-unes, mais je crois qu'on s'y intéresse tous parce qu'on a pris conscience que quelque chose d'essentiel se joue là. D'abord, dans les représentations collectives. Pour ma part, j'ai toujours été agacé d'entendre qu'il fallait revaloriser l'enseignement professionnel. Eh bien, cette expression m'a toujours exaspéré. Parce que pourquoi revaloriser? Elle est parfaitement valorisée. Cependant, suivant le balcon social d'où on en parle, on voit la chose différemment. Il ne vient à l'esprit de personne de penser qu'une faculté de médecine est un enseignement professionnel. Personne ne dira qu'il faut revaloriser l'enseignement de la médecine, parce que pour tout le monde, c'est une activité assez prestigieuse pour ça. Ni revaloriser une filière de l'architecture, ni etc., etc., etc. Autrement dit, le regard éventuellement dépréciatif et le regard éventuellement compassionnel ne s'appliquent qu'à une tranche, et une tranche en particulier, de l'enseignement professionnel. Parce que la vérité, c'est que tout enseignement concourt à la professionnalisation d'une façon ou d'une autre. Tout enseignement. Et j'en ferai très volontiers la démonstration parce que souvent, dans la discussion avec ceux qui ensuite vont accueillir, parce qu'ils en ont besoin dans leurs entreprises, les jeunes salariés, j'ai entendu plus d'une fois «
Oh, bah écoutez, d'accord, bon, oui, enfin bon, vous n'avez pas autre chose à leur enseigner parce que nous, on a besoin de ceci et de cela. C'est-à-dire qu'ils considéraient que les enseignements généraux étaient en quelque sorte superfétatoires. Non seulement ils ne le sont pas, parce qu'ils concourent à l'intelligence du métier lui-même, mais surtout, ils élargissent la capacité à apprendre et à produire. Je me souviens d'une classe qui comportait en BEP 80% d'absentéistes. Cette classe se situait à La Réunion. Les enseignants avaient eu l'idée magnifique de faire on appelait ça un PPCP, un projet professionnel, pédagogique à contenu professionnel, qui partait, on apprenait aux jeunes gens les sculptures métalliques géantes. Apparemment, aucun rapport avec le sujet de l'enseignement qui était la métallerie d'une manière générale. Mais pour faire une sculpture métallique géante, il faut faire du dessin. Et pour dessiner, il faut avoir quelques idées sur le sujet. Donc, on les a emmenés dans plusieurs expositions pour leur montrer des sculptures métalliques géantes. 2, il y a de la soudure. 3, il y a de la peinture. 4, il y a de la physique, il faut que ça tienne debout, etc., etc., etc. Par conséquent, il faut toujours protester contre l'idée qu'un enseignement général soit contradictoire au processus de professionnalisation. C'est l'inverse. Et de la même manière, je me souviens des classes d'enseignement juridique et social où on me disait c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus urgent. Ben si. Qu'est-ce qui est mieux dans les métiers du bâtiment? Le chef d'équipe qui crie, comme on dit dans le bâtiment, parce qu'il y a du vent, il faut parler fort, ou bien celui qui s'explique, fait comprendre les ordres et les voit mieux appliqués parce qu'ils sont bien expliqués. Autrement dit, à cet instant, j'essaie de balayer l'idée qu'il y aurait en quelque sorte 2 formes d'éducation. Non, il y a 2 pédagogies. Ce n'est pas pareil. La pédagogie de l'enseignement général est dite hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'elle part de l'abstraction et qu'elle y reste. Tandis que la pédagogie de l'enseignement professionnel part du concret pour aller à l'abstrait. Mais à la fin, les 2 se retrouvent sur le même abstrait. Les maths sont les mêmes pour tout le monde, les langues étrangères sont les mêmes pour tout le monde, et les règles d'orthographe et de grammaire les mêmes pour tout le monde. Par conséquent, c'est une erreur de croire, encore une fois, qu'on aurait affaire à 2 ordres d'enseignement qui seraient hiérarchisés. Ce qui est hiérarchisé, c'est le regard qu'on porte dessus. Et le regard qu'on porte dessus, telle est faite l'espèce humaine, que le désir mimétique joue un très grand rôle dans les comportements. Si on a l'impression que ceux qui font tel métier font ça comme une corvée ou qu'ils sont au bagne et qu'ils y sont maltraités, eh bien on n'a pas envie de le faire. Autrement dit, tous les regards sur les enseignements professionnels sont socialement déterminés par celui qui regarde, pas par la chose qui est regardée. Tout ça pour faire entendre à notre Assemblée que je pense être assez instruit de la réalité dont il est question pour pouvoir vous dire que vous vous trompez si vous croyez que l'apprentissage est en soi la voie royale de formation de la main-d'œuvre. Non, toutes les formes d'organisation de l'enseignement professionnel dépendent de la forme des métiers et de l'organisation sociale d'une manière générale. On n'a jamais cessé de vanter le modèle allemand. Oui, mais si on parle du modèle allemand, il ne faut pas en prendre par un bout, il faut le prendre globalement. En Allemagne, vous entrez comme apprenti et ensuite vous faites votre carrière tout le long dans la boîte. Et vous pouvez très bien vous retrouver, entrer comme apprenti, ingénieur et même PDG. Il y a au moins un cas où ça se fait. Mais c'est un tout autre système de négociation qui se déroule à l'intérieur de l'entreprise que chez nous. Chez nous, on entre dans les métiers à tous les étages par des diplômes. On va en parler, ils sont fondamentaux. C'est une autre organisation, ne la dépression pas, car elle a d'immenses avantages. Les travailleurs allemands ont une grande difficulté lorsque se présente un saut technologique à l'intérieur d'un process de production. Ce n'est pas le cas des nôtres. Par exemple, quand sont arrivées les machines à commande numérique, il y a eu toutes sortes de problèmes à l'intérieur de l'industrie allemande pour que la génération qui faisait tourner les machines auparavant soit capable de faire tourner les machines ensuite. Tant que le cycle d'une machine était de 10 ans, ou même de 15 ans, peut-être qu'il y a ici des gens qui ont été témoins de l'utilisation des vieilles Heidelberg 1875 où on faisait les lignes de plomb. Eh bien, ça existait encore jusque dans les années 70. Et maintenant, les lignes de plomb, il n'y en a plus nulle part dans l'imprimerie, il n'y a plus de Maurras et il n'y a plus de tout ça. Quand le cycle de la machine était aussi long, celui qui avait appris progressivement, il s'y retrouvait parce que, bon, ça ne changeait pratiquement pas. Mais quand il y a un saut technologique, tout change. Quel est le travailleur qui est le plus efficace au moment de cette mutation? Celui dont la formation est la plus ample, la plus vaste et qui contient le plus des éléments de connaissance générale.
Et ça a été la force des Français. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie, au milieu de toutes les jérémiades qu'on entend sur l'éducation nationale, et ce chiffre répété sans arrêt des 100 000 qui sortent sans avoir de qualification, sans que qui que ce soit se soucie de nous dire où et quand et comment il a vu un seul système produire 100% de réussite. Quand on traite 12 millions de jeunes et que 100 000, en effet, ne parviennent pas à l'aboutissement qu'on souhaitait, bon, on trouve des moyens de corriger ça, mais on n'en fait pas le symbole même de notre éducation, qui a été victorieuse pour créer une des premières industries du monde. Une des premières industries du monde. Comment l'avons-nous fait? Comment avons-nous fait toutes ces performances techniques sans l'existence de ces cadres intermédiaires de la production, sans lesquels il n'y a pas de grande nation industrielle? L'apprentissage présente des avantages. Dans certains métiers, on ne peut pas en disconvenir, notamment tous les métiers d'art qui mélangent les savoirs, la sensibilité et un certain tour de main. Mais il y a des tas d'autres métiers où on n'a aucun besoin de l'apprentissage comme voie de formation. Et on ne voit pas ce que ça nous rapporte. On dit qu'ils trouvent du travail aussitôt derrière. Bien sûr, toute personne qualifiée trouve du travail aussitôt derrière, je vous le dis, sauf quand il n'y a pas de production. Et c'est là qu'arrive aussi dans le débat sur le fond du texte une grande différence. Non, le chômage n'est pas de la faute des chômeurs. Non, pas du tout. Le chômage est la faute de ce que la demande massive du pays n'est pas solvable. C'est pas pareil. Car quand les carnets de commandes se remplissent, là vous aurez affaire à un autre type de problème. Ils finiront bien par se remplir quand même. Un jour ou l'autre, on va trouver une sortie. Moi, j'en ai proposé quelques-unes. Vous aussi, vous pensez que votre plan va marcher, donc d'ici peu, ça va se voir. Mais quand vous êtes à 1,8 ou à 2 points de croissance, il se produit mécaniquement quelque chose que l'on a pu observer dans le gouvernement de Lionel Jospin, puisque c'est la dernière fois qu'on a vu un taux de croissance à 2%. Aussitôt, tous les métiers qualifiés sont en tension. Et à ce moment-là, on découvre qu'on manque de gens qualifiés partout, ou qu'on a laissé le temps passer, et que les habitudes de travail étant perdues, il faut se dépêcher de remettre tout le monde au travail. Eh bien, savez-vous, miracle, quoi que ce soit tout en tension, on trouve le monde dont on a besoin. Pour la raison que j'ai indiquée il y a un instant. Parce que cette main-d'œuvre, malgré tout qualifiée par les savoirs qui lui sont transmis, avec une éducation nationale qui a amené 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, sauf dans l'enseignement professionnel, eh bien, par cette vertu-là même, a produit une population apte à passer d'un emploi à l'autre, d'une technique de travail à l'autre, parce qu'elle en aperçoit les caractéristiques communes. Je dis sauf l'enseignement professionnel, parce que j'ai remarqué qu'il y avait bien des clameurs tout d'un coup contre le 80% d'une classe d'âge au bac, suivant la vieille logique des vieux schnocks, c'était mieux avant et maintenant c'est nul. On connaît ça très bien, à toutes les époques on a eu droit à ça. Mais ils se sont mis à glapir et à vociférer quand 80% de l'enseignement général est arrivé au niveau du bac. Mais que pendant ce temps-là, 60% seulement dans le niveau de l'enseignement professionnel y soient parvenus, ça n'avait pas l'air de les déranger. Or, permettez-moi de dire qu'un bachelier professionnel est au moins aussi important pour le pays qu'un bachelier de la voie générale. Et d'ailleurs, souvent, un bac professionnel, c'est plus dur qu'un bac général. J'ai eu un bac général, j'en suis fort satisfait, mais honnêtement, quand vous allez voir ce qu'est un bac de maintenance de système automatisé ou un bac professionnel de chaudronnier, sauf pour ceux qui croient que les chaudronniers fabriquent des chaudrons, les chaudronniers, ah ben il y en a plein, madame, ma collègue. Ah ben non, il y en a plein qui croient ça quand on dit un CAP de chaudronnier, ah bon, vous faites des chaudrons? Non, ils font des carlingues, de bateaux, d'avions, de fusées, ça se règle au micron. Les jeunes sont sur des machines à commande numérique, la machine vaut des millions et la matière première qu'on met dedans vaut aussi un bras à chaque fois. Par conséquent, les patrons, dans ces cas-là, sont prêts à payer le prix qu'il faut pour que le gars ou la fille démolisse ni la machine ni la matière première. Ça s'appelle la qualification, problème sur lequel on va venir. Je vais finir sur l'apprentissage. L'apprentissage n'est pas cette voie exclusive. D'ailleurs, personne n'y est jamais arrivé. Tous les ministres sont tous venus annoncer des objectifs successifs sous les gouvernements, socialistes comme sous les gouvernements de droite. 400 000 apprentis, 500 000 apprentis, 1 million à un moment donné, on nous a annoncé. Résultat, walou. Après, on a inventé les primes. Si vous prenez un apprenti, on vous donnera tant et tant. Ah, rien. Pourquoi? Je me souviens d'une discussion avec un responsable de l'UIMM,
Bon, c'est une branche assez spéciale. Bon, quand même, ils ont besoin de gens. Alors je lui dis, monsieur, il me dit, voilà, nous voulons organiser la formation. Et je dis, ben, ça tombe bien, je suis d'accord. On vous les donne. Voilà, il y en a 12 millions, ou 5 millions, ça dépend ce que vous êtes prêts à prendre, on vous les donne. Ah, il me dit, c'est pas sérieux. Je dis, non, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Parce que vous les prenez, et comme il y en a tellement, vous les mettez par 21, ça s'appelle une classe, et ensuite vous mettez un maître d'apprentissage. Ah ben non, on ne peut pas. Évidemment, on blaguait, hein, vous m'avez compris. Mais la limite de l'apprentissage, c'est les maîtres d'apprentissage. Il faut former des maîtres d'apprentissage. Celui qui fait maître d'apprentissage, il n'est pas en même temps à la production. Quand vous avez un carnet de commandes tendu, pardon de vous dire que ce n'est pas évident de trouver le compagnon le plus qualifié pour aller s'occuper du jeune. Et c'est tellement vrai que vous avez des branches où l'apprenti est traité comme un jeune qu'il est. J'allais dire un enfant, je ne veux pas exagérer, un jeune qu'il est. Il est protégé. J'en ai parlé avec mon ami Adrien Caténins, qui lui a été apprenti. Et dans sa branche, on traitait bien les apprentis, mais j'en ai connu d'autres, hein, où le môme il arrive, et puis voilà, quoi, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire là, et puis, ben oui, ben voilà, si vous n'avez pas les bons maîtres d'apprentissage, vous n'avez pas un bon apprentissage. Or, le problème se pose partout. Ne vous fiez pas aux structures. Les CFA sont des structures horriblement coûteuses. Les frais de structure d'un CFA à côté d'un lycée professionnel, c'est la nuit et le jour. Il n'y a qu'à regarder la paye du directeur. Ça vous donnera une idée de ce qui se passe à tous les autres échelons. Ça coûte trop cher, cette histoire-là. Mais le résultat, c'est que si vous n'avez pas dans l'emploi des maîtres d'apprentissage de bon niveau, alors ça se passe mal. Premièrement, la qualification n'est pas acquise, et deuxièmement, les jeunes s'en vont. Enfin, il faut quand même en parler. 25% des apprentis quittent leur poste d'apprentissage au bout de 3 mois. Et à ce moment-là, ils héritent d'une pancarte pour l'éducation nationale, PDV, perdu de vue. Alors le môme n'est ni à l'école, ni à l'apprentissage. Et lui, il est humilié jusqu'au fond de lui-même, parce qu'il n'était pas bon à l'école. Alors on lui dit, bah, tu n'es pas bon à l'école, mais tu peux, là-bas, tu vas aller au boulot, tu vas voir, c'est mieux, c'est plus simple, etc. Pas bon non plus. Cassé. À ce moment-là, il faut le rattraper, pour les parents, par les épaules, pour le remettre quelque part. Évidemment, le mieux est de le remettre dans le circuit de l'enseignement professionnel. Parce que nous avons là une élite pédagogique du pays qui passe sa vie à prendre en charge des enfants dont l'estime de soi a été brisée dans l'enseignement général. Je ne veux pas en accuser l'enseignement général, je dis que c'est ça le résultat. Ils sont brisés dans l'estime de soi. Et un jeune être qui est brisé dans l'estime de soi ne peut pas être en situation de faire un parcours valorisant où il a le sentiment d'être valorisé. D'abord, parce qu'il aura été, comme on dit, orienté. C'est horrible dans ce pays. On dit orienté pour ceux qu'on envoie dans l'enseignement professionnel. On n'en parle pas pour les autres. Moi, on m'a orienté dans la littérature. Bon, on ne m'a pas dit, tu es orienté. On m'a dit, tu vas être bien là. Hein, voilà, c'est toujours comme ça qu'on fait. Bon, l'orientation, maintenant, ça sera un souvenir, puisque vous supprimez tous les moyens d'orientation et aussi, au passage, les COPSI, qui étaient quand même bien précieux pour arriver à savoir où on en était avec pas mal de jeunes. Donc cet apprentissage, s'il est pour finir quitté par tant de jeunes, il faut s'interroger sur son contenu et sur sa méthode de fonctionnement. Celui qui vous parle n'est certainement pas quelqu'un qui méprise les apprentis ou qui n'aime pas l'apprentissage. Ce n'est pas le sujet. J'ai même été celui qui a proposé la carte d'apprenti, parce qu'il y avait une carte d'étudiant, mais il n'y avait pas de carte d'apprenti. La carte d'apprenti, c'est bien pour aller au spectacle, etc. Ah, mon cher, c'est moi qui l'ai fait voter. Ben oui, vous étiez peut-être avec moi à l'époque, mais je l'ai fait voter au Sénat. C'était un ministre de droite qui m'a passé ça, et j'en étais bien content. Non, l'apprentissage coûte cher. Il y a trop de gens qui démissionnent, et il y a une ségrégation qui s'exerce dans l'apprentissage. Car si l'enseignement public professionnel doit, souligner 3 fois, accueillir tout le monde, ce n'est pas le cas du CFA, qui lui choisit les jeunes qu'il accepte ou qu'il refuse. Et alors, toutes sortes de processus discriminatoires entrent en ligne de compte, ou d'orientation à l'intérieur du CFA. Je ne veux pas en faire le tableau complet, parce que je ne voudrais pas désespérer ceux qui m'écoutent, les parents qui ont des enfants dans l'apprentissage, et les jeunes apprentis qui font leur travail avec beaucoup d'allant et beaucoup de sérieux. Au contraire, je veux depuis cette tribune les féliciter. Mais en attendant, je vous demande d'y réfléchir. Plus vous dérégulez l'apprentissage, plus vous augmentez le nombre de gens qui peuvent s'en mêler, plus vous créez les conditions de l'approximation, de l'à peu près, de l'échec non vu et du manque de régulation. L'apprentissage ne peut pas remplir cette fonction.
Je viens maintenant, pardon, c'est long, mais c'est le débat programmé, donc j'ai le temps d'expliquer nos principes. Je voudrais vous exposer ce à quoi nous croyons pour qu'on comprenne bien quel va être notre angle d'entrée dans la discussion sur les articles. Nous sommes partisans de la professionnalisation durable. C'est un concept qui veut dire qu'il faut rendre le travailleur capable par lui-même de s'adapter au changement des machines, qui est inéluctable aujourd'hui, puisque je l'ai dit, le cycle est passé de 10 ans à 5 ans. Capable de s'adapter aux nouvelles conditions de la production. Personne n'a dit qu'un savoir ou une qualification professionnelle était immuable. Donc le concept doit être celui-là. Agissons avec modestie chaque fois qu'on touche aux questions d'éducation. Les jeunes gens qui sont en train de naître à cette heure entreront sur le marché du travail en 2041. Quand nous disposons de questions éducatives, nous disposons pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans. Personne ne doit avoir la fatuité de penser qu'il va trouver ou la baguette magique qui rend les gens instantanément adaptés, ou bien la baguette magique qui leur permet de savoir ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans les process de production. J'ai dit tout à l'heure quelle était la condition numéro 1 de l'adaptabilité, que vous appelez employabilité. C'est d'avoir un socle de connaissances assez large pour pouvoir vivre ces variations de la production et des outils de la production. La professionnalisation durable suppose donc que le cadre donné soit le plus large. Donc, il ne faut pas se tromper sur ce qu'on est en train de faire. J'ai noté, Madame la Ministre, j'ai noté que plusieurs des rapporteurs utilisaient le mot compétence. Je ne veux pas leur faire de guerre de mots, mais nous savons bien de quoi nous parlons. J'en suis certain. Donc, vous ne parlez pas de compétences par hasard. La France, en 2001, a obtenu de l'OCDE qu'elle retire la référence aux compétences pour lui préférer les qualifications. Ce n'est pas le même mot et ce n'est pas la même chose du tout. La qualification s'évalue par un ensemble de savoirs qu'il faut faire entrer dans le diplôme, la bonne monnaie, celle garantie par l'État, comme une aptitude professionnelle. Large, étendue, c'est le diplôme. CAP, bac professionnel, etc., etc. J'ai lu que la partie cachée de tout ça, peut-être M. Blanquer viendra-t-il nous en parler, est la réforme aussi de la définition des qualifications professionnelles. Et j'ai lu dans un journal que quelqu'un ironisait sur le fait qu'il y en avait trop, mais peut-être que c'était une accusation qui n'a pas d'objet. Et alors l'article disait « Regardez, par exemple, ils font une distinction entre le gros œuvre et le second œuvre dans le bâtiment. » Bon, encore heureux qu'on fasse la distinction entre le gros œuvre et le second œuvre, vu que ça n'a strictement rien à voir l'un avec l'autre. Il y a beaucoup de désinvolture dans l'analyse qui est faite des métiers et de la façon de les apprendre. Qualification et compétence sont deux concepts qui ont immédiatement une implication sociale, mais je regarde d'abord l'aspect du contenu des savoirs. Une qualification, c'est un ensemble. J'ai entendu aussi des gens dire « il faudrait moderniser les diplômes ». Des gens du MEDEF, je leur ai dit « écoutez, mais vous n'avez qu'à le faire vous-même. Vous avez vos représentants aux commissions qui établissent les diplômes. Vous avez vos représentants. Si vous n'êtes pas content de ceux que vous avez envoyés là, changez-les. Mettez-en d'autres qui font moins carrière dans les bureaux et un peu plus dans la production. Mais c'est votre affaire. Vous n'avez pas le droit de dire que les diplômes en France ne sont pas adaptés au poste de travail, parce que si c'est comme ça, c'est de votre faute aussi. Pas que de la vôtre, mais aussi de la vôtre. Donc mettons ça de côté. Mais cette qualification, c'est le cœur précieux que les Français, et eux seuls, ont apporté dans la définition des enseignements professionnels et que les autres ont imité. Nous n'avons eu aucune difficulté quand il s'est agi de faire des diplômes européens. Tout le monde blablate beaucoup sur le sujet. Alors on essayait de faire des équivalences. C'est impossible, parce que les diplômes dans les différents pays correspondent à des postes de travail qui n'existent pas de la même manière dans chaque pays. La seule fois où on a fait quelque chose d'utile, c'est quand on a créé 4 diplômes qui correspondaient à 4 qualifications et que nous avons discuté entre experts du contenu de ces 4 diplômes. Et alors on s'est aperçu, chose magnifique, que les mots ne désignaient pas les mêmes choses, mais le contenu des métiers était bien le même. Et c'est ça qui était intéressant quand des Allemands, des Espagnols, des Anglais, les Anglais, vous imaginez, il n'y a pas pire libéraux que cela, c'était à l'époque de Blair. Alors cette femme qui était là, qui était la ministre, je lui dis, mais vous d'habitude vous n'êtes pas pour l'État. Elle m'a dit, oui, mais enfin on va essayer parce que ce qu'on a fait est un désastre. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Des clubs qui fabriquaient, qui dirigeaient des entreprises de formation qui possédaient les diplômes.
Donc ce système fonctionnait, et comme c'est des Anglais, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de vendre par action la propriété des clubs en question. Donc c'était la totale. Il n'y a plus rien de marché au bout d'un moment, puisqu'ils recrutaient eux-mêmes les gens dans chacun des composantes du club, recrutaient les gens qui avaient les diplômes de leur entreprise, et à la fin, évidemment, le niveau baissait, parce qu'il fallait gagner de l'argent sur les deux côtés, à la production du savoir et à la consommation en tant qu'ouvrier. Un désastre. Nous sommes restés bien fermes sur nos positions. Il ne faut pas lâcher prise. Moi, je vous dis ça, ça passera, hein. Ne lâchez pas prise. La qualification est le seul repère stable, sérieux, qu'on puisse mettre en avant dans une professionnalisation durable, parce que les métiers de notre époque sont des sciences pratiques, parce que le niveau technique des métiers ne cesse de monter. Et si quelqu'un en doute, comme j'ai vu parfois, je dis regardez une image, quand vous voyez une chaîne de production alimentaire, la femme ou l'homme qui est responsable de la maintenance du système automatisé qui fait passer le tapis roulant avec les barquettes, celui-là, il vaut autant que l'inventeur de la machine elle-même, parce que si la machine s'arrête, ça coûte plus d'argent de la remettre en route que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Et puis, vous regardez le fond de tableau, vous voyez un gars passer avec un balai derrière. Eh bien, le gars avec son balai, s'il ne fait pas correctement son travail, c'est-à-dire s'il n'a pas bien compris quel produit mettre et dans quelles conditions et dans quelles proportions, alors on va trouver des bactéries, on va trouver des microbes, va passer un inspecteur qui va faire son boulot et qui va dire « votre truc là, ça marche très bien, sauf que ce n'est pas sanitairement correct ». Il n'y a pas de petit métier dans cette affaire et tous ont des contenus techniques élevés. Voilà pourquoi la qualification, sa protection nous permet à nous tous, la société, d'entrer dans la discussion de ce qu'on apprend. Et si nous voulons planifier l'industrie du futur, si par exemple on veut obliger, je ne sais pas moi, les paysans à ne plus utiliser de glyphosate, eh bien il va bien falloir leur apprendre comment faire autrement et pourquoi le glyphosate est condamnable, pas parce qu'on veut faire suer les paysans, mais pour la raison qu'il y a derrière, et ainsi de suite. Si l'on veut qu'on n'utilise plus tel ou tel produit, qui va le faire? Sinon les travailleurs eux-mêmes qui vont utiliser d'autres produits, et qui souvent sont les premiers à savoir ce qui est mauvais pour la santé, non seulement de la personne qui est au poste de travail, mais pour celui qui va utiliser l'objet derrière. La qualification est un concept central. Or, dans le texte, il est prévu, à un moment donné, que le répertoire des métiers, qui a déjà bien dégénéré depuis qu'il a été créé, mais oui, au départ, il était à l'Éducation nationale, c'est pas pour rien. On l'a passé au ministère du Travail. Les ministres du Travail sont tous les mêmes, ils veulent avoir ce truc. Et puis les ministres de l'Éducation sont tous les mêmes, et ils ont raison, ils veulent le garder dans l'Éducation nationale parce qu'il s'agit de la transmission des savoirs. On les a passés dans le grand registre où on met la monnaie diplômante de l'État, je veux dire les diplômes reconnus par l'État. On a rajouté toutes sortes de titres d'entreprises privées qui les produisent, on a pensé leur faire plaisir, en validant leur process d'enseignement. Personnellement, j'y suis absolument hostile, et je ne crois pas à ce genre de choses. Mais enfin, c'était là. Évidemment, maintenant, on a raccourci à 5 ans la durée d'une qualification inscrite dans le répertoire. J'espère qu'on le dit aux gens qui payent pour aller prendre ce genre d'apprentissage. Hein. J'espère qu'on leur dit. Vous savez, vous avez un diplôme là, mais ce n'est pas comme celui de M. Mélenchon ou de Mme la rapporteure, ce n'est pas pour toute la vie. C'est juste pour 5 ans. Le pire, c'est que dans la loi, on introduit maintenant les certificats de compétences. Ne croyez pas qu'on ne l'ait pas vu. Alors ça porte un nom en poulet compliqué. Je n'ai pas mon papier là sous les yeux, peu importe. Ça s'appelle certificat de compétences supplémentaires à la qualification professionnelle. C'est long comme le bras. C'est un certificat de compétences. Eh bien, c'est une belle erreur. Ne permettez pas qu'existent des certificats de compétences parce que, et en plus, en développant le marché de l'enseignement des certificats de compétences. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire comprendre pourquoi nous y sommes si hostiles. Pour nous, un travailleur, le système de l'enseignement public, c'est un système par répartition. La génération en cours paye gratuitement les études de la génération qui est en apprentissage. La marchandisation des savoirs, c'est un système par capitalisation. Vous avez un capital financier et vous le transformez en capital de savoir. Ce qui vous était donné hier gratuitement devient payant. Voilà pourquoi chaque fois qu'il sera question de passer de l'un à l'autre système, vous nous trouverez en travers du chemin. Mais je veux vous donner un exemple de ce que sont ces certificats de compétences. Je vais vous parler de l'usine Ford qui produit des voitures à la frontière des États-Unis d'Amérique. Comme ça, ce n'est pas chez nous, on n'a pas de raison d'être mal à l'aise. Donc, vous allez à l'usine Ford, vous êtes un Mexicain et vous allez pour y travailler. Et quand vous arrivez, on vous a dit que ce n'était pas si compliqué, donc vous proposez
votre savoir-faire. Et là, on vous dit, ah mais monsieur, pour travailler ici, il faut avoir un certificat de compétence pour Ford. Ah bon, mais j'ai pas ça, où on trouve ça? Là-bas, à l'école privée qui est juste là. Donc vous allez, vous apprenez les 10 gestes qui constituent une compétence, vous payez pour ça, vous retournez à l'usine avec votre paplard. L'école appartient. Non madame, ne faites pas non, ça a déjà commencé, c'est sans arrêt. Dès qu'il y a une brèche qui s'ouvre, ils marchandisent. Je ne dis pas que c'est vous qui le faites, mais c'est comme ça que ça se passe. Quand on a inventé la VAE, on a dit sur tous les tons que si pour remplir un dossier de validation des acquis de l'expérience, il faut soi-même avoir une qualification dans ce domaine, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Et bon, on y a été tant qu'on pouvait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt des boîtes ont dit ne vous inquiétez pas, on va remplir le dossier avec vous. Exactement comme pour Parcoursup. On avait à peine le temps d'avoir fini de s'être ici polémiqué, que déjà il y avait des gens qui proposaient pour 200 €, pour 300 € d'aider les jeunes à écrire les CV et le reste. Chaque fois qu'on ouvre un espace à la marchandisation, ils jettent dessus. Mais là, il s'agit de la vie des gens, de la reconnaissance qu'ils ont d'eux-mêmes à travers les métiers qu'ils savent pratiquer. Donc ces gens arrivent avec un certificat de compétence qui vaut pour 5 ans. Quelle est la durée de vie d'un modèle automobile? 7 ans. Autrement dit, vous avez un travailleur qui est comme un animal avec une laisse accrochée à son poste de travail parce qu'il sait faire une chose. 2 choses, 3 choses, une compétence. S'il avait une qualification, il pourrait passer de cette usine d'automobile à une autre. Et peut-être plus faire des automobiles, mais autre chose. Voilà la différence. Elle est sociale. À bas les certificats de compétences. C'est un moyen de tenir les gens. Et ça ne sert à rien, absolument à rien. Quand on a une bonne qualification, il y a toujours un temps d'adaptation au poste de travail. Ça n'existe pas un poste de travail où quelqu'un arrive et il sait le faire. Ça n'existe pas dans aucun métier. Il y a un temps d'adaptation et ensuite, les gens savent faire. Les certificats de compétences, s'ils venaient à se développer, seront la première marchandise qui sera vendue par un certain nombre d'entreprises. J'ajoute que l'État doit rester avec la main sur ces formations. N'acceptez pas, comme c'est écrit en filigrane dans le texte, les écoles d'entreprises repeintes en CFA d'entreprises, je ne sais quoi. Parlez avec les fédérations patronales du bâtiment, par exemple, et demandez-leur ce qu'elles pensent de l'école d'entreprise de M. Bouygues ou de tel ou tel gros producteur. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes jeune? Vous allez là. On vous dit il y a du boulot à la sortie. Oui, pour certains, pas pour tout le monde. Mais alors, ce que savent les fédérations du bâtiment, c'est que les meilleurs éléments vont aller dans les grands groupes. Et que par conséquent, tout le tissu des PME et des petites entreprises passe après et prend ceux qui restent en quelque sorte. Je ne veux pas les mal juger, mais je dis comment les choses sont. Et quand vous parlez avec le patronat du bâtiment ou de la menuiserie ou de la métallerie, c'est ça qu'ils vous disent tous. Ils ne sont pas d'accord pour que la formation qui leur a été donnée jusqu'à présent avec des travailleurs qui choisissaient librement, ça c'est la liberté, soit accaparée par tel ou tel grand industriel, telle ou telle grande boîte. Voilà. Et si vous voulez la preuve du contraire, allez demander aux jeunes où est-ce qu'ils préfèrent travailler, au restaurant du coin ou dans une grande chaîne, à l'hôtel du coin ou dans une grande chaîne. Tout le monde préfère aller, eh bien oui, dans la grande chaîne parce que c'est mieux payé, parce que c'est plus fluide, etc. C'est ce qu'ils croient. Mais en attendant, c'est comme ça que ça se passe. Donc si on ne donne pas les moyens de cette liberté de choix de l'endroit où on va, parce qu'on est garanti d'y être payé correctement et d'y être traité correctement, alors on enferme les gens dans des filières. Ce n'est pas la liberté qu'on a organisée. C'est à partir de la liberté d'enseigner la restriction du champ des possibles pour les individus. Au total, donc, nous défendons d'une manière constante la qualification, je dirais contre la compétence, mais je voudrais tout de suite m'épargner le faux procès d'après lequel nous serions contre les gens compétents. Ce n'est pas le sujet. J'espère que tout le monde m'a bien compris. Non, mais des fois, on ne sait jamais. Ben oui, l'autre jour, j'ai dit que ce n'était pas le rêve de tout le monde de posséder son appartement. 2 ou 3 de mes collègues m'ont fait aussitôt un procès selon lequel j'aurais été contre la propriété privée d'un appartement. Je suis moi-même propriétaire. Ça m'a paru étrange, mais ça avait l'air de leur faire du bien de le penser. Pourquoi ces questions vont-elles prendre une importance singulière? Madame la ministre, mesdames les rapporteurs, toutes vous êtes venus sur la question de l'adaptabilité. Mettons de côté ce qui peut éventuellement nous séparer sur ce qu'on met dans ce concept. On prend ce qu'on peut avoir en commun. Oui, ça va changer. Et vous allez voir, je vais faire un rapport avec un événement qui s'est produit ce week-end. M. Trump est parti, comme vous le savez, et a refusé de signer le papier. On peut mettre ça, comme le disent les agences d'influence, sur le fait qu'il veut avoir un bon rapport de force avec la Corée du Nord, tout ça est loin de l'apprentissage. Vous allez voir pourquoi on y revient. C'est que c'est un changement d'époque. De même que les États-Unis d'Amérique ont décidé en 1971 qu'ils émettaient autant de dollars qu'ils en avaient envie et que tout le monde les prendrait content ou pas content, ça a créé la bulle financière et relégué l'économie productive au second plan. Nous avons tous entendu ici, une fois ou l'autre,
des gens se faire les apologistes d'une économie de service dans laquelle les usines seraient une sorte de souvenir archéologique du passé. Maintenant, tout le monde est en train d'en revenir. Parce qu'on a bien vu que c'est avec des usines que l'Allemagne a accumulé les excédents commerciaux, et en plus en se moquant de nous, ce qui est toujours pour eux agréable. Et là, nous avons vu dimanche la confrontation entre deux systèmes de même nature, les Américains demandant la possibilité de reconstituer leur base productive chez eux, et en face, les Allemands disant « pas question que vous nous mettiez des droits de douane de cette nature ». D'ailleurs, Trump n'a répondu à personne d'autre qu'à elle, en disant « bah oui, mais justement, les voitures, on va en parler. 25% de droits de douane dessus pour vous aider à respirer ». On voit que c'est un choc. Peu importe le moment. Qu'est-ce que ça va changer? Si je vous le dis, moi, vous ne me croirez pas. Moi, je pense que c'est une séquence longue de l'histoire qui est en train de s'écrire. Le président, le nôtre, dit personne n'est éternel. Oui, d'autres ont dit il y a des élections, c'est un pays démocratique. Mais personne n'a jamais changé la décision de Richard Nixon de 71. Personne, aucun gouvernement, ni démocrate ni républicain. De la même manière, si les États-Unis d'Amérique ont décidé de reconstituer leur base productive, alors nous entrons dans une période de protectionnisme, un protectionnisme barbare, qui est fait de confrontation. Moi, je plaide le protectionnisme solidaire, c'est-à-dire négocier de pays à pays en fonction des aptitudes contre le pur et simple système de libre-échange. Mais ça change tout. Là, c'est les Échos qui le disent. Vous voyez, ce n'est pas un journal bolchevique, ni un supplément de l'Humanité. L'éditorialiste, c'est M. Jean-Marc Vittori, qui n'a pas la réputation d'être un gauchiste échevelé. Il dit « Le choix du président américain de remettre en cause l'ordre mondial bâti par ses prédécesseurs n'aura sans doute pas d'effet économique majeur à court terme. » On croise les doigts. Une petite contraction de la production, une ou deux boîtes en faillite, et pouf, la bulle éclate de nouveau. Mais il en va tout autrement à moyen et long terme. D'abord, il crée une incertitude profonde qui va peser sur l'investissement. Ça nous intéresse directement. Dans pareil climat, difficile pour une entreprise de choisir le bon pays où implanter une usine ou même un centre de recherche. Ensuite, le choix américain, c'est là le plus important, va pousser les grands groupes mondiaux à limiter les risques en rapprochant la production de la consommation, à l'inverse de ce qu'ils ont fait massivement ces 2 dernières décennies. Eh bien ça, à mes yeux, c'est une bonne nouvelle. Sauf que ça veut dire qu'on va relocaliser. C'était exactement ce que nous étions ici un certain nombre à proposer. Et si vous relocalisez, il faut trouver les gens pour le faire. Que ce soit dans l'agriculture ou dans l'industrie, il ne suffit pas de claquer les doigts et de se figurer que vont surgir des travailleurs, des ingénieurs, des bacs professionnels, surtout si, entre-temps, on a raccourci le bac professionnel. Pourquoi c'était 4 ans? Parce qu'il fallait du temps, cette blague. On l'a mis à 3 ans parce qu'on fait des économies, mais combien on en casse en route de mômes qui étaient capables en 4 ans d'accéder à ce niveau et qui ne peuvent pas le faire en 3 ans? Et maintenant encore, on veut le rendre flou. Erreur totale! Laissez le nombre des qualifications, leurs spécifications et les bacs pro qui vont avec, parce que c'est comme ça que vous équiperez le pays de tous ces travailleurs et cadres intermédiaires de la production, sans laquelle il n'y a pas d'industrie moderne. Je viens de vous donner les choses essentielles à nos yeux. J'achève en vous disant, madame, que vous avez évoqué beaucoup la liberté de choix. Bien sûr, elle est fondamentale. La vérité est qu'elle n'existe pas, tellement elle est socialement déterminée. J'en ai eu l'expérience. Je venais d'avoir mon bac. Les miens étaient des cadres intermédiaires, on va dire. Et j'ai dit, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, on m'a dit, bah, c'est toi qui sais, toi qui as le bac. Dans beaucoup de milieux, le premier problème qui se pose, c'est la non-visibilité du monde. On ne sait pas, on ne connaît pas, et c'est la raison pour laquelle on va faire comme papa ou comme maman, parce que bon, c'est un métier bon et honnête, etc. Vous connaissez tout ça. Il faut donc que la possibilité de l'orientation cesse d'être une espèce de gare d'aiguillage pour flux d'individus, pour devenir un moment de construction de soi-même. Et il faut le faire à temps, parce que ce n'est pas pareil suivant les milieux sociaux. La scolarité obligatoire aujourd'hui s'achève à 16 ans. Si à 15 ans, vous n'avez pas eu la rencontre qui vous permet de savoir ce que vous voulez, vous ne saurez pas de quel côté aller, et vous n'êtes donc pas libre. J'avais expérimenté un processus de cette nature, et quelle stupeur pour ces jeunes filles auxquelles je pense, qui étaient émerveillées qu'après avoir dit, venant des quartiers nord de Marseille, je veux être juge. Et la prof qui était chargée de faire ça, l'examen, l'écoute, lui avait dit « Ah bon, ben ça c'est une bonne idée, voilà par où il faut passer ». Elle n'en revenait pas, que quelqu'un ne lui ait pas dit d'entrée de jeu « Ah, c'est pas pour toi ». Voilà.
L'orientation est une nécessité absolue. Il faut l'organiser. Il faut l'organiser, pas la démolir. Pas se figurer qu'un jeune est capable, dans sa tête, de 16 ans ou 17 ans ou 18 ans, tout seul, de savoir de quel côté ses aptitudes le portent. La liberté est garantie quand elle est encadrée par les moyens qui la rendent possible. Sinon, elle n'existe pas. C'est un leurre, un piège cruel qui donne aux individus le sentiment qu'ils sont responsables de leur sort. Ils le sont, bien sûr, mais ils le sont bien moins qu'ils ne le croient la plupart du temps, tant on leur a préparé les rails et les locomotives pour les emmener dans des directions qu'ils ne connaissent pas. Nous ne voulons pas qu'on enchaîne un travailleur à sa tâche. Nous ne voulons pas de diplômes régionaux qui sont de pure rigolade qui n'existent pas. Une qualification régionale n'a aucun sens. Le point de départ est une qualification collective. Nous ne voulons pas que le marché se charge de planifier les formations, parce que quand on voit l'échec qui est déjà pour les élites qui sont incapables de comprendre ce qu'est un enseignement professionnel, savez-vous que les départements côtiers n'ont pas tous un lycée professionnel des métiers de la mer? C'est quand même invraisemblable, et des fois une région entière. Comment se fait-il que la région PACA n'en ait pas un seul lycée d'enseignement professionnel de la mer publique? Ça n'existe pas. C'est quand même inouï, non? Il a bien fallu que tous ces gens aient la tête ailleurs, se figurent que le développement du pays était ailleurs, je ne sais où, dans l'économie de service, comme ils disent, hein, sans tenir compte de ces réalités. Donc nous voulons que les travailleurs reçoivent des qualifications et non pas des compétences, que la valeur d'usage de leur savoir soit sans cesse étendue par le recours aux disciplines académiques, et que la valeur d'échange de leur savoir, car telle est la double nature du savoir, soit reconnue. Comment faites-vous si vous avez détruit les conventions collectives s'imposant aux entreprises? Comment faites-vous? Eh bien oui, comment faites-vous pour avoir un accord de branche Je m'explique mal, donc je rajoute une seconde de plus. Dans le système français, il y a l'école. Tu as un diplôme, et ce diplôme, il est placé dans une convention collective qui est signée entre les travailleurs et les patrons. À tel diplôme correspond tel niveau d'embauche et tel niveau de salaire. Ça, c'est la République sociale. Ça se passe comme ça, c'est la base. Tu as ton diplôme, ça vaut tant. Donc ta valeur d'usage a une valeur d'échange. Si la convention collective ne s'impose pas à toutes les entreprises, quel est le sens de cette équivalence? Il n'y en a plus. Si les diplômes changent d'un endroit à l'autre et qu'ils ne deviennent donc plus identifiables, alors que ferez-vous? Madame Pénicaud, sans doute vous avez entendu parler des aventures de la reconnaissance des compétences à Arcelor, là-bas à Dunkerque, ils avaient trouvé ça il y a 20 ans. Alors on disait aux gens, on va reconnaître vos compétences, bravo, tout le monde était content. Oui, oui, moi je suis compétent, l'autre non. Et puis une fois qu'on s'est assis, ils ont discuté les compétences et ils ont discuté la paye avec. Tête par tête. Adieu les conventions collectives et le reste. Eh bien oui, d'accord, mais si un accord de branche ne s'applique plus automatiquement à une entreprise, c'est ça qui va se passer. C'est à la tête du client. Donc tout le système se démonte. Je vous signale que ça s'est terminé comme ça. À Arcelor, oui, mais je vous le démontrerai s'il faut. Ça s'est terminé comme ça à Arcelor, qu'il y a eu une grève pour qu'on renégocie les qualifications que les gens avaient acquis. Pareil pour la VAE. Vous parlez des campus, là, bon, on va revenir dans le débat, mais la validation des acquis de l'expérience, il faut que ça soit identifiable par les travailleurs. Si on sait où c'est, pas au bureau 235, 4e étage, porte à gauche, prenez l'ascenseur qui est à droite, au rectorat, hein, mais dans un lycée professionnel du bâtiment, eh ben, on produit de la validation d'acquis d'expérience du bâtiment, parce que ça, tout le monde comprend, c'est simple, et on ne voit pas pourquoi ça ne se passerait pas là, et ainsi de suite. Tout ce qui contribue à évaluer correctement les capacités des individus est bon, parce que ça leur donne idée de développer leurs capacités pour aller au mieux. Tout ça n'a rien à voir avec le vaste système de marchandisation qui est imaginé dans cette loi. Mes chers collègues, j'espère qu'on va vous le prouver, chemin faisant. Si on vous convainc, tant mieux, on changera les choses. Sinon, vous aurez entendu que notre vision de l'entreprise, c'est celle d'un collectif humain. Et la vision que nous avons d'un collectif humain, c'est les savoirs qu'il met en partage pour la production et pour l'échange. Et que ça, c'est la fonction centrale, essentielle, de la raison d'être de la coopération des êtres humains entre eux. C'est pourquoi l'entreprise ne peut pas être cette espèce de lieu présenté ou bien comme un lieu de souffrance épouvantable, qu'il est pour certains, ou bien comme une espèce de lieu d'un miracle permanent d'efficacité et de rentabilité. Non, non, c'est d'abord un outil, et il faudrait s'en souvenir, pour qu'un outil vaille quelque chose, il faut qu'il y ait derrière des mains pour le tenir. Et les mains sans la tête, ça ne vaut rien du tout. Merci, Monsieur le Président.